les 141 millions de dollars alloués par la Banque mondiale à la Guinée, 60 millions de dollars ont fait l'objet d'une première convention qui vise essentiellement à renforcer l'autonomisation des femmes guinéennes et faciliter l'épanouissement social et économique des jeunes filles. Avec ce financement, les autorités guinéennes pourraient aussi encourager les jeunes entrepreneurs à développer des entreprises et créer des emplois. Les deux autres conventions de financement estimées respectivement à 70 millions de dollars et 10,9 millions de dollars concernent la lutte contre la pandémie de Covid-19. Ils financeront le projet gouvernemental de riposte contre la maladie qui a touché plus de 5 290 personnes dans le pays, dont 30 morts et 4 215 guérisons. Pour le président Alpha Condé, le grand défi de la Guinée reste d'éviter que les financements destinés à des projets infrastructurels et économiques importants soient détournés vers la lutte contre le coronavirus. Selon lui, ce sont les investissements dans l'économie guinéenne qui permettront de limiter l'impact de la crise sanitaire. Nous n'avons pas voulu que les fonds destinés à des projets soient ramenés à la Covid-19. Il est vrai que cette maladie nous menace, mais ce qui nous menace également, c'est qu'il y a une crise économique qui risque de créer une explosion sociale. Nous devons redresser notre économie pour pouvoir sortir de cette crise avec un minimum de développement pour pouvoir satisfaire les besoins de nos populations, a déclaré le président Alpha Condé. Le Rwanda et la France renouent le dialogue après plusieurs années de tensions diplomatiques en raison du rôle supposé de Paris dans le génocide rwandais de 1994. Les rapports entre les deux pays ont été dégelés avec la signature de plusieurs accords financiers. Le premier accord, qui consiste en un prêt de 45 millions de dollars, vise à soutenir la stratégie du Rwanda destinée à freiner la propagation du nouveau coronavirus et à relancer l'économie. Il est suivi d'un don de 2 200 000 dollars qui sera utilisé pour soutenir les ménages rwandais touchés par la pandémie et faciliter les actions de la Croix-Rouge rwandaise. Un troisième accord d'un montant de 6,5 millions de dollars permettra de subventionner le développement du système de formation professionnelle du pays afin de favoriser l'emploi des jeunes par le biais des centres régionaux polytechniques intégrés. De même, près de 2 millions de dollars serviront à fournir une assistance technique à l'école polytechnique du Rwanda. Tous ces accords marquent le début d'une collaboration beaucoup plus forte à venir entre Paris et Kigali. Ils seront suivis d'autres projets de collaboration dans les domaines de l'énergie, de l'éducation et des technologies numériques. Les transactions monétaires via les téléphones portables sont suspendues au Zimbabwe jusqu'à nouvel ordre. Ainsi en a décidé le gouvernement d'Emerson Mnangagwa. Cette décision a été prise avec effet immédiat dans le cadre d'une série de mesures avisées et coordonnées destinées à lutter contre les malversations, la criminalité et le sabotage économique dans le pays. Lesquelles mesures incluent également les transactions à la bourse d'Harare. Elles interviennent dans un contexte où le Zimbabwe traverse une profonde crise économique et financière. En effet, le pays est englué depuis le début des années 2000 dans une grave crise qui perdure. Malgré un relatif répit il y a une décennie, la situation a de nouveau empiré depuis 2 ans avec le retour des pénuries en tout genre, liquidités, carburant, denrées de base, électricité. À tout cela s'ajoute une inflation galopante et la dépréciation du dollar zimbabwéen. Conséquence, l'essentiel des transactions, notamment les achats dans les commerces, se font par téléphone en raison de la rareté des liquidités. Mais le gouvernement accuse les plateformes de transactions monétaires par téléphone de provoquer la chute du dollar zimbabwéen en utilisant des taux de change fictifs, d'où la décision de suspendre les transactions monétaires via les téléphones portables, mais aussi à la bourse d'Harare. Avec une demande domestique de riz évaluée à 576 949 tonnes pour l'année 2020, le Cameroun aura du mal à autosatisfaire ses besoins. En effet, le pays s'attend à une production moyenne nationale de 140 710 tonnes, soit un déficit de 436 239 tonnes. Un déficit que le pays devra importer tout en s'attelant à rattraper le gap au cours des années à venir. À ce titre,
Il est envisagé à travers différents projets un appui technique et financier aux coopératives et agro-industries pour la production des semences de qualité, la vulgarisation des techniques modernes de production du riz ainsi que l'amélioration des techniques de récolte et de post-récolte. De plus, un programme d'aménagement de 35 700 hectares supplémentaires de périmètre hydro-agricole est en cours d'exécution, ce qui permettra de mettre sur le marché au moins 350 000 tonnes de riz blanchi à l'horizon 2023, de quoi réduire le déficit à 86 239 tonnes de riz si la demande n'augmente pas. Notons qu'entre 2015 et 2018, les importations du riz au Cameroun se sont chiffrées à 652,6 milliards de francs CFA, soit en moyenne 163 milliards de francs CFA par an. Au terme de 6 opérations effectuées entre avril et juin 2020 sur des titres publics de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans et 10 ans de maturité, le Cameroun emporte une enveloppe globale de 219,4 milliards de francs CFA sur les 220 milliards de francs CFA recherchés. Essentiellement destinés à la réalisation de certains projets d'infrastructure dans le pays, ces opérations étaient toutes assorties de taux d'intérêt oscillant entre 3,5 et 7%. La dernière émission d'obligations du Trésor d'une maturité de 7 ans émise le 17 juin 2020 a permis au pays de recueillir 17,7 milliards de francs CFA contre 25 milliards de francs CFA recherchés sur le marché de la BAC. Les souscripteurs à cette opération de levée de fonds rémunérés à un taux d'intérêt de 6,5% permettent ainsi au Cameroun de clôturer son programme de mobilisation des financements de moyen et long terme sur ce marché monétaire. Un marché où le Cameroun est le principal animateur depuis le lancement en 2011. Le pays a d'ailleurs bénéficié au cours de son dernier programme de levée de fonds des effets d'une décision de la Commission bancaire de l'Afrique centrale. En effet, à la demande des autorités camerounaises au regard des garanties de remboursement présentées et de certains indicateurs de solvabilité du pays, cette commission a marqué son accord pour l'application d'une pondération nulle sur l'obligation du Trésor émise par l'État du Cameroun. Ce qui, selon certains spécialistes, a eu le don de rassurer les investisseurs bancaires et non bancaires actifs sur le marché monétaire. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale apporte son soutien aux petites et moyennes entreprises du Gabon. Elle a approuvé le décaissement de 4 milliards de francs CFA pour accompagner les PME gabonaises dans le développement de leurs activités en finançant notamment l'achat de nouveaux équipements ou les investissements à moyen et long terme. Ceci dans un contexte économique difficile lié à la pandémie de Covid-19 où les PME font partie des structures les plus exposées aux contre-coups économiques de la crise sanitaire en raison du ralentissement brutal de leurs activités qui entraîne une baisse de leur chiffre d'affaires. D'après la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, le nouveau financement va impacter le développement des activités génératrices de revenus au profit des populations qui n'ont pas accès aux services bancaires et contribuer à la diversification de l'économie gabonaise. Il devrait également permettre de maintenir les emplois, d'en créer de nouveaux, d'accroître les revenus des PME-PMU concernés et d'accompagner leur croissance. La pandémie de Covid-19 a bousculé la performance des banques commerciales du Ghana au premier trimestre 2020. C'est ce qui ressort des analyses de la Banque centrale ghanéenne. Selon cette dernière, les actifs globaux du secteur n'ont progressé que de 3,5% entre janvier et mars 2020. Au premier trimestre 2019, cette évolution était de 5,7%. Les dépôts de la clientèle ont augmenté de 0,7% contre 6,9% sur les 3 premiers mois de 2019. Malgré cette performance en berne, les banques commerciales ghanéennes sont assez résistantes pour la gestion de la suite de la conjoncture. Le premier levier de cette résistance est la décision de ne pas distribuer de dividendes pour le compte de l'exercice 2019 en vue de renforcer les fonds propres du secteur. À noter aussi la solide performance réalisée tout au long de l'année 2019 et qui a permis au secteur bancaire ghanéen de contenir les impacts du coronavirus sur l'économie. Toutefois, la Banque centrale invite à la vigilance dans la gestion des actifs bancaires dans un contexte où la progression des créances douteuses a diminué à un rythme plus faible que les précédents trimestres.
Pour le moment, les banques ghanéennes optent pour la prudence, ce qui s'est traduit par une hausse des investissements sur les titres d'emprunt du gouvernement à long terme. À fin mars 2020, leur poids dans le portefeuille des sociétés financières était de 89,7% contre 88% il y a une année. Il est prévu pour 2 mois encore que les demandes de crédit des entreprises soient traitées de manière très restrictive, ce qui pourrait affecter le plan de relance post-Covid-19. Le programme de préservation de la faune sauvage et des zones protégées de Namibie a été initié aux fins d'accroître les revenus générés pour les communautés par la faune et les produits forestiers, de renforcer la gouvernance, de créer davantage d'emplois pour les communautés rurales et de leur fournir de la viande de gibier. Ce programme sera doté de 12 millions de dollars, soit 36% du budget du ministère de l'Environnement. L'objectif est de renforcer les interventions stratégiques en renforçant la surveillance, les patrouilles et la détection des cas de braconnage ainsi que la conduite des enquêtes pour arrêter les fautifs. Un volet sera également consacré au soutien des conservatoires communaux et des forêts communautaires. Par ailleurs, les communautés locales obtiendront un soutien pour atténuer les effets indésirables de la promiscuité avec les animaux sauvages. Pays du sud-ouest de l'Afrique, la Namibie a mis la main sur plus de 1790 présumés braconniers entre fin 2018 et mai 2020. Depuis le lancement d'une unité anti-braconnage en 2016, le nombre de suspects arrêtés a doublé. En 2019, 45 rhinocéros ont été braconnés dans le pays contre 74 en 2018. Quant aux éléphants, 12 ont été braconnés en 2019 contre 27 en 2018.